La saga de l'Alliance israélite universelle, racontée par Georges Bensoussan, au micro d'Ariel Danan. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la saga de l'Alliance israélite universelle. Bonjour Georges Bensoussan. Bonjour Ariel. Alors, nous avons la chance de vous retrouver dans des conditions techniques un peu particulières au vu de la situation pour poursuivre cette saga de l'Alliance qui va nous occuper durant toute l'année 2020, puisqu'il s'agit en 2020 du 160e anniversaire de l'Alliance israélite universelle. Et vous avez publié il y a quelques mois, Georges Bensoussan, un livre chez Albin Michel, l'Alliance israélite universelle 1860-2020, Juifs d'Orient, Lumière d'Occident. Alors, dans les dernières émissions, nous avions eu l'occasion de parler de la création de l'Alliance, des origines de l'Alliance, de la situation des Juifs de France au XIXe siècle, ce qui permet de comprendre pourquoi l'Alliance a été créée, dans quelles conditions et quels étaient ses objectifs. Et nous allons commencer une série d'émissions qui seront d'étudier la manière dont les premiers enseignants de l'Alliance, donc ces promoteurs de la langue française, de la régénération, c'est un mot sur lequel nous reviendrons parce qu'il peut paraître un peu bizarre aujourd'hui en 2020, mais sur la régénération des Juifs telle qu'on l'expliquait à l'époque, nous allons essayer de voir ensemble ce qu'ont pensé ces Juifs, ces enseignants qui sont arrivés tout d'un coup dans des endroits, dans des régions qu'ils ne connaissaient absolument pas. Et c'est toute la richesse des archives de l'Alliance, c'est qu'ils nous ont transmis des milliers et des milliers de témoignages sur ce qu'ils ont vécu, sur la vie des communautés juives, alors avec un regard quelquefois orienté. Vous allez nous l'expliquer dans quelques instants, Georges Bensoussan, mais nous allons passer en revue dans cette émission et dans la prochaine toutes les thématiques qui ont été celles de ces instituteurs de l'Alliance. Et alors, il faut le dire tout de suite, ces témoignages ne sont pas toujours très positifs. Ils ont des fois un regard un peu ethnocentré. Ils voient toute la misère de ces communautés juives qui étaient bien réelles, mais sur laquelle ils insistaient un peu trop. Mais c'est effectivement le premier point dans les quartiers, notamment en Afrique du Nord, où vivaient les Juifs, dans ce que l'on appelle pour le Maroc les Mélas. La première chose qui apparaît dans ces témoignages des instituteurs, Georges Bensoussan, c'est la grande misère de ces communautés. Absolument, c'est le mot qui revient le plus fréquemment, c'est la misère. Alors vous avez raison de dire, ce sont des témoignages ethnocentrés, comme tous les témoignages, ce sont des témoignages européens, puisqu'une majorité des instituteurs de l'Alliance viennent d'abord d'Alsace, de France et ensuite des pays balkaniques. Bien peu finalement viendront du monde arabo-musulman lui-même. Il n'empêche qu'ils décrivent une réalité objective. Cette misère, elle a été attestée par bien d'autres témoins qu'eux, juifs et non-juifs. Et en même temps, cette misère, il faut la contextualiser. C'est-à-dire que dans les années 1880-1900, si on prend la description du monde rural breton ou du monde rural du Massif central au même moment, eh bien, on a affaire à une misère rurale, une misère campagnarde, pas très éloignée de celle des descriptions des instituteurs de l'Alliance. Donc, ce qu'ils disent n'est pas seulement lié à un regard ethnocentré. On a vraiment affaire à une réalité dramatique. Alors, vous l'avez dit justement, ce mot misère, c'est ce qui revient le plus fréquemment, entre autres au Maroc, puisque le Maroc, c'est la plus importante communauté juive du monde arabe de l'époque et d'ailleurs jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. C'est la misère du Méla, le quartier juif précisément. Je vais citer par exemple ce directeur de l'école de Fès qui parle en 1900 de la cherté des vivres. Il parle d'une réclusion perpétuelle dans l'étroite et répugnante prison, il dit bien prison, que constitue pour nous le Méla, car on ne peut s'éloigner à plus d'un quart d'heure de la ville à cause de l'insécurité permanente qui règne aux environs et à condition d'être rentré au moins avant une heure avant, le coucher du soleil. Et cette situation, fin de citation, cette situation est stagnante, puisque jusqu'aux années 50, on retrouvera dans la description des Mélas marocains exactement les mêmes termes. C'est pas seulement la misère du Méla, c'est aussi la misère des ouvriers, tout simplement. C'est-à-dire que la grande majorité de ces communautés juives sont des communautés faites de petites gens, de gens humbles, qui vivent au jour le jour, dont l'avenir n'est guère assuré au-delà d'une semaine. Je prends l'exemple de Rabat en 1923 au Maroc, la misère des ouvriers, ce directeur d'école de l'Alliance qui écrit « Que vous dirais-je des ouvriers, des hommes de peine, des petits boutiquiers, ils se débattent dans une gêne indescriptible. Ce qui aggrave davantage encore cet état de choses, c'est l'accroissement des taxes locatives. En somme, dit-il, tous ces malheureux ne travaillent que pour leurs propriétaires. »
Et d'ailleurs, fin de citation, et d'ailleurs il ajoute que vers le mois de mai, un grand nombre d'élèves quittent la classe sans avoir terminé leurs études, tout simplement parce qu'ils ont besoin d'aider leurs parents pour finir la semaine et tout simplement pour pouvoir survivre au jour le jour, pour pouvoir manger. Là, ça, c'est le premier aspect. Puis il y a un deuxième aspect qui est très important, qui est attesté dans tous les témoignages des maîtres de l'Alliance, c'est l'insalubrité. L'insalubrité du Méla, la mortalité infantile est très forte. Elle est attestée partout. La population stagne malgré une très forte natalité, parce qu'on sait que la mortalité générale et la mortalité infantile sont très élevées. Je prends l'exemple de Meknes, au Maroc, en 1912. Voilà ce qu'écrit le directeur d'école. Il parle, je cite, « d'un milieu gangrené par ces deux terribles plaies, l'alcoolisme et les mariages. Elle seule, suffirait à abattardir la race, sans compter l'ignorance des règles élémentaires de l'hygiène publique et privée, et la salubrité des logements, même ayant ceux une apparence cossue. La misère physiologique a aussi une autre cause, la misère matérielle. » Et cette misère, j'ai donné ici beaucoup d'exemples marocains, mais cette misère est semblable au Proche-Orient. Si vous prenez Bagdad, avec Bagdad est la deuxième école ouverte par l'Alliance en 1864, la première étant celle de Tétouan au Maroc, la population juive à Bagdad constitue un tiers de la population totale. Et la première impression qu'éprouve le maître de l'Alliance qui arrive à Bagdad, c'est une impression pénible d'étouffement, de misère générale. Je cite ici, en mai 1889, Jacob Valadji qui arrive, c'est l'un de ses premiers postes à Bagdad, il parle de la vue de milliers de malheureux qui flânent dans les souks, les uns en haillons, les autres presque sans habits, ceux-ci condamnés à ne jamais voir la lumière du jour, ceux-là à ne jamais se servir de leurs jambes, et tous avec le teint hâve, le corps décharné, tendant la main à tous les passants qui restent sourds et indifférents. Et sur ces 35 000 juifs de Bagdad, il estime, Valadji, que près de 15 000 vivent dans un état de dénuement absolu. Il ajoute d'ailleurs, dans ce même rapport de 1889, je cite, « J'ai remarqué qu'en hiver, plusieurs enfants venaient à l'école sans avoir déjeuné. Ils attendaient que leurs parents ouvrissent leur boutique et gagnassent quelques piastres pour leur procurer le morceau de pain. » Cette fin de citation, et on peut comme ça multiplier les témoignages à l'infini. Vous l'avez dit, concernant les archives de l'Alliance, ils regorgent. Alors effectivement, Georges Bensoussan, tous ces témoignages sont extrêmement frappants et c'est ce qui a fait l'utilité de l'Alliance finalement. C'est qu'à travers l'éducation, mais bien au-delà, elle a essayé de sortir les Juifs de la misère. Il n'empêche que c'était une pauvreté qui ne concernait pas que les Juifs, mais qui concernait toutes les populations qui vivaient dans ces pays à l'époque, avec quelques personnes malgré tout qui étaient un peu plus riches ou disons un peu moins pauvres que les autres, et cela n'a pas empêché une vie spirituelle, culturelle bien présente, même si elle était très éloignée de ce que connaissaient ou de ce que voulaient promouvoir les premiers maîtres de l'Alliance. Tout à fait. C'est une vie culturelle, une vie spirituelle, une vie théologique aussi très importante. On sait qu'il y a de très nombreux traités rabbiniques qui ont été rédigés du Maroc jusqu'à l'Irak, jusqu'à la Perse également, qui ne fait pas partie du monde arabe. C'est vrai. Il y a une vie communautaire très intense aussi. Bien sûr, quand on parle de l'état sanitaire, on est bien obligé de passer par ces rapports qui sont accablants. Et ce qu'il faut également ajouter, c'est que ces maîtres, qui ne viennent pas de ces mondes-là, encore une fois, sont frappés par ce qu'ils appellent l'arriération des communautés. L'arriération qui est aussi liée à une misère matérielle terrible et à une ressource financière. Il faut quand même rappeler que la ressource financière numéro 1 de toutes ces communautés pauvres, c'est les taxes sur la viande cachère. En dehors de ça, il n'y a pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par arriération du Méla, en particulier pour le Maroc? Oui, ils pourraient dire la même chose de Tripoli ou la même chose de Bagdad, à certains égards. C'est, je cite, la claustration des femmes dans le Méla, par exemple. C'est aussi le fait que c'est un habitat extrêmement enclavé. La géographie urbaine empêche le mélange. La Casbah, c'est le quartier privilégié. La Médina, c'est le quartier arabe. Et le Méla, c'est le quartier juif. Et ces quartiers ne se mélangent pas. Ces populations cohabitent. Et ce qu'ils incriminent par arriération, c'est l'apathie, c'est la routine, ce sont des mots qui reviennent constamment dans leur rapport, c'est la sclérose des communautés juives. Et souvent, vous l'avez dit très justement, ils ont un regard extrêmement sévère sur ces communautés, dénués d'indulgence. Certains d'entre eux, ça n'est pas vrai de tous, certains d'entre eux s'élèvent un peu au-dessus du jugement commun pour prendre en compte cette misère endémique qui ne peut pas faciliter
le moindre éveil social, le moindre éveil intellectuel, la moindre évolution des mentalités. Alors, dernier point pour conclure cette émission, qui a été l'un des grands combats des maîtres de l'Alliance pendant plus de 100 ans, ça a été la lutte contre un mal extrêmement endémique, et souvent, ils ont été aidés dans cette lutte par des rabbins, je pense notamment au grand rabbin Vidal Sarfati de Fès, c'est la lutte contre les mariages précoces, qui était un mal extrêmement répandu à l'époque. Absolument. Ça revient également dans tous les rapports, alors davantage dans ceux du Maroc peut-être que dans d'autres communautés, mais en réalité on trouve ce fléau partout parce qu'ils en parlent bien comme d'un fléau, l'un des pires fléaux qui atteignent les communautés juives. Et il faut déjà préciser que dans la plupart de ces communautés juives, ces maîtres décrivent la naissance d'une fille vécue comme un malheur. Je vais encore citer Jacob Valadji à Bagdad en 1889. Voilà comment il évoque le destin féminin marqué par l'abandon. Une fois venue au monde, elle, la petite fille donc, elle n'aura plus que la peine de croître, je dirais même de pousser. Elle apprendra de la vie ce qu'elle pourra, personne ne lui viendra en aide, pas plus le livre que le professeur, pas plus ses parents que les étrangers. Elle apprendra à manger, à parler, à marcher, à mentir, à voler. À 10 ans, on lui fera quitter la maison paternelle, on la poussera dans les bras d'un homme qu'elle n'a jamais vu, qui ne l'a jamais vu. Elle est femme. 1 an plus tard, elle est mère. Les enfants vont se suivre à la file, nombreux, pressés, se disputant le pain. Fin de citation. Alors, ce qu'il faut quand même ajouter à cette description noire de Valadji, c'est que entre 1870 et 1940, communauté, mais surtout des efforts de l'Alliance, et disons des éléments les plus éclairés, l'âge au mariage recule progressivement. Il recule lentement. Je donne un exemple pour ne pas non plus tomber dans l'excès inverse, c'est qu'à Meknès, encore en 1926, on a le cas d'une fillette de 10 ans qui est fille d'un riche notable, parce qu'on aurait tort de croire que ces mariages précoces sont réservés à la population la plus humble. C'est faux. Cette fillette de 10 ans, elle est la fille donc d'un riche notable, elle est mariée en 1926 et à la suite des protestations de l'Alliance et d'un certain nombre, disons, de ce qu'on pourrait appeler les éléments les plus éclairés de la communauté, le conseil communal accepte à partir de 1926 de refuser le mariage d'une fille avant son 14e anniversaire. Je donnerai un deuxième exemple du mariage des filles, de ce fléau du mariage précoce à Fès au Maroc en 1915. C'est que grâce au processus d'occidentalisation, tous les maîtres sont d'accord pour dire qu'on fait progressivement reculer l'âge au mariage des filles. Je prends l'exemple de cette directrice de l'école de filles de Fès qui écrit « Toutes les nouvelles générations de jeunes gens qui ont été longtemps et de façon très profitable à l'école, qui travaillent chez les Européens ou qui sont dans le commerce, par conséquent d'un rapport presque constant avec les Européens, perdent au contact de ceux-ci bien des habitudes contractées au sein de la famille. » Fin de citation. Ça signifie en clair que plus l'effort scolaire avance, plus l'effort d'émancipation avance, plus les mentalités évoluent et par conséquent, plus le mariage précoce des filles sera considéré avec moins d'indulgence. Merci beaucoup Georges Bensoussan et nous nous retrouvons pour la prochaine émission pour continuer ce tour d'horizon de la vision qu'avaient les instituteurs de l'Alliance des communautés juives au sein desquelles ils devaient travailler. Je vous remercie. La saga de l'Alliance israélite universelle, racontée par Georges Bensoussan, au micro d'Ariel Danan.